Le ciel est dégagé, vous avez le feu vert pour lancer Atlantis. Ok. La navette spatiale américaine effectue son dernier vol. C'est vraiment la der des der. C'est notre dernière chance de la voir avec les yeux de ses créateurs. Ça ne va être facile pour personne de partir. 6, 5, 4... Voici un regard exclusif sur la fin d'une époque vue de l'intérieur. Jusque-là, tout va bien. Une période propice à la réflexion. C'est dans la nature humaine d'explorer. Et la navette nous a permis de le faire. C'est un extraordinaire chef-d'œuvre d'ingénierie. Et l'heure de rendre hommage à ce véhicule qui nous a offert des images de notre planète et de notre univers inconcevable il y a encore 30 ans. Il faut à tout prix qu'on recommence. L'équipe d'inspection finale vient de pénétrer dans l'enceinte. Bien reçu. Aujourd'hui, une formidable ère d'exploration prend fin. Après le lancement d'Atlantis, il n'y aura plus de navette spatiale américaine. Un jour, l'homme construira un véhicule plus sophistiqué encore pour envoyer des hommes et du matériel dans l'espace, mais c'est une préoccupation d'un autre temps. Aujourd'hui, le travail de la NASA est d'assurer la sécurité d'Atlantis et de son équipage pendant les dernières heures qui précèdent son envol. Le compte à rebours est lancé plus d'1 an à l'avance. Atlantis a besoin d'un lifting complet. Chaque centimètre de la navette doit être inspecté et réparé. 2000 techniciens vérifient plus de 2 millions de pièces et de systèmes. Ils ont conscience des enjeux. À la moindre défaillance non détectée par les ingénieurs, ce serait la catastrophe pour les astronautes qui voyageront avec des millions de litres de carburant explosif dans l'espace. Chris Ferguson, Doug Gurley, Sandy Magnus et Rex Walheim constitueront le dernier équipage de la navette spatiale. 0 et décollage. Ils suivront les traces des explorateurs les plus courageux et intrépides à avoir quitté la Terre. On a fait des choses extraordinaires avec ce véhicule. J'ai été choisi pour faire partie d'une mission qui devait réparer pour la première fois un satellite alors qu'il était en orbite. La flotte de la NASA, composée de 5 navettes, n'a pas seulement transporté des astronautes et du matériel vers la station spatiale, mais a permis des expériences qui ont changé à jamais notre compréhension du cosmos. On a commencé par des missions vers Jupiter et Vénus. Puis on a installé des télescopes. Hubble a été le premier grand observatoire qu'on a installé. Ici la base de contrôle Hubble, j'écoute. On a le feu vert, mais on va avoir 1 minute de retard. Bien reçu. Je ne sais pas combien de fois on est allé jusqu'à Hubble, 4 ou 5 fois, pour le réviser, le réparer, remplacer des pièces, l'améliorer. La bande velcro sur la porte gauche gêne. Télescope libéré. Ok, merci. Et quelles images exceptionnelles et merveilleuses Hubble nous a données. La naissance et la mort des étoiles, la formation des galaxies. En bref, le commencement de l'univers. La navette spatiale a rapproché de nous la plus lointaine frontière. On a fait ce pourquoi le véhicule était conçu. Un badge ici. Jerry Sheehan a rejoint l'équipe de la navette en tant qu'ingénieur débutant en 1973. On entre dans le hangar numéro 1, réservé à Atlantis. Aujourd'hui, c'est à lui de s'assurer qu'Atlantis est paré à voler. C'est l'avant de l'orbiteur de la navette spatiale. Ça fait environ la taille d'un Boeing 737. C'est comme un gros avion.
On ne s'en rend pas compte car il y a beaucoup de plateformes d'accès tout autour qui permettent d'inspecter et de s'assurer que tout est prêt pour le décollage. La navette spatiale est en 3 parties. L'épine dorsale, le noyau de la navette, c'est le réservoir externe. Puis il y a 2 propulseurs d'appoint, de part et d'autre du réservoir, et enfin l'orbiteur sur le dessus. Voici la navette. C'est le premier véhicule spatial réutilisable. L'idée d'un véhicule spatial capable de faire la navette dans l'espace était révolutionnaire. Jerry Sheehan se souvient du jour de la présentation des célèbres ailes en delta. L'Air Force voulait partir en orbite polaire à partir de Vandenberg, survoler notre ennemi juré à l'époque, l'Union soviétique, faire un peu de reconnaissance et revenir. Bon, je vais rentrer dans des détails de mécanique orbitale, mais la Terre tourne dans ce sens-là. Donc, quand on décolle par là vers une orbite polaire, comme la Terre tourne, le temps d'atteindre l'orbite, l'endroit d'où on a décollé à la surface de la Terre, se trouve maintenant à 1770 km à l'est. Donc pour pouvoir atterrir à l'endroit d'où on a décollé, il faut avoir assez de maniabilité pour se déplacer de 1770 km. D'où la nécessité de construire de grandes ailes avec une grande maniabilité. La magie de la navette, c'est sa dimension. C'est comme prendre un 737, le coucher sur le côté, y attacher 2 millions de litres de carburant et le lancer dans l'espace. Chris Ferguson sera le dernier commandant de la navette. Son équipage et lui sont tous des astronautes chevronnés. Bienvenue dans le cockpit. Il est très similaire à celui d'un avion de ligne, sauf que c'est tout sauf un avion ordinaire, bien sûr. Je ne connais pas beaucoup de gens qui ont piloté un planeur qui pèse 105 tonnes. Mais ça se pilote comme un avion ordinaire. On a un manche, bien sûr. On ne pilote pas manuellement très longtemps. Quelques minutes peut-être. La navette est conçue pour accomplir de formidables desseins. Établir une présence humaine permanente dans l'espace. Faire un premier pas en direction d'autres planètes. Mais comme tout voyage d'exploration vers l'inconnu, c'est dangereux. 2 navettes spatiales sur 5 ont été détruites en mission. L'accident le plus récent date de 2003. STS-107, la mission sur laquelle on a perdu Columbia, avait bien commencé. Jusqu'à ce qu'un morceau de mousse se détache du réservoir externe et percute l'aile gauche sur le bord d'attaque. Le comité de la NASA a décidé que ce n'était pas la peine d'utiliser des caméras pour voir si on pouvait réparer le bord d'attaque. Donc on a poursuivi la mission. J'attendais l'arrivée de la navette dans la zone d'atterrissage de la base. Il y a un chronomètre sur place qui indique le compte à rebours jusqu'à l'atterrissage de l'orbiteur. Je n'oublierai jamais le moment où le chrono a indiqué 0 et Columbia n'était pas là. Elle était quelque part entre son orbite et le centre spatial Kennedy, mais on ne savait pas où. La mécanique orbitale est telle que si un rocher provenant de l'espace percute le sol avec 15 minutes de retard, il se désagrège. J'ai reçu un appel de ma fille qui travaille à Houston, où elle forme des astronautes à piloter la navette. Et elle m'a dit, « Papa, on a perdu le contact. » C'était dur, très dur. Nous avons une profonde douleur dans le cœur qui diminuera avec le temps, mais ne disparaîtra jamais. Nous n'oublierons jamais. Adieu Rick, Willie, Casey, Mike, Laurel, Dave et Ilan. Adieu Columbia. L'intégralité du programme spatial est suspendue le temps de déterminer avec certitude les causes de l'accident.
Aujourd'hui, l'équipage d'Atlantis, comme tous ceux qui l'ont précédé, est parfaitement conscient des risques. Pourtant, les volontaires ne manquent pas pour prendre place à bord de la navette spatiale pour son dernier vol. À plusieurs mois du lancement d'Atlantis, les ingénieurs installent l'une des nombreuses caméras de la navette. Il te reste environ 1 centimètre. Stop. Les caméras permettront de vérifier l'état de l'orbiteur avant d'entreprendre son retour dans l'atmosphère. La tragédie de Columbia est encore dans tous les esprits. En 2003, quelques heures seulement après la perte de la navette, la NASA ouvre une enquête. J'ai réuni mon équipe pour une grande opération de recherche le soir même. C'était surréaliste. Un orbiteur pèse environ 105 tonnes. On en a récupéré 38. Le reste avait disparu. Soit il s'était désintégré en pénétrant dans l'atmosphère, soit il était au fond du lac. On a retrouvé un tiers de Columbia et on a reconstitué l'orbiteur. Nous voici devant la reconstitution en 3D du bord d'attaque de l'aile gauche de Columbia. La défaillance est survenue tout en bas du repère numéro 8, juste là. On a fait des tests en propulsant des morceaux de mousse sur l'aile de l'orbiteur et franchement, j'ai eu un choc. 3, 2, 1, 0. J'ai eu un choc car ça a fait un trou dans l'aile. Je savais que ça la fissurerait, mais j'aurais parié $1 million que ça ne la percerait pas. C'était incroyable. Il n'y avait aucun doute sur ce qui s'était passé. Aucun doute. Le trou dans l'aile de Columbia a laissé pénétrer la chaleur lors de la rentrée atmosphérique de la navette. Elle s'est désintégrée. La navette spatiale a beau être l'objet volant le plus exceptionnel jamais construit, sa fiabilité est soudain remise en question. Nous pensons qu'un autre véhicule, en complément ou en remplacement de celui-ci, est une priorité capitale. Depuis Columbia, 19 missions ont été accomplies avec succès. Aujourd'hui, le compte à rebours se poursuit avant le tout dernier lancement de la navette. Pour les 4 membres d'équipage, c'est l'occasion de faire leur métier d'astronaute une dernière fois. C'est le pont intermédiaire de la navette. C'est un peu notre maison. On dort ici, on mange ici, on range nos affaires ici. Comme vous le voyez, on a tout le confort moderne, si on peut dire. Un rideau pour l'intimité, des patères pour accrocher nos serviettes. On fait notre toilette ici. Dans l'espace, on ne prend pas de douche, donc on se lave aux gants de toilette. Je vous laisse imaginer le reste. Tandis que les astronautes se préparent pour leur mission, des milliers d'autres spécialistes s'activent dans tout le pays. En Louisiane, ils construisent le réservoir de la navette. C'est la pièce la plus imposante de l'appareil. Kirk Drum, le superviseur de l'opération, travaille ici depuis 16 ans. Ce sera le dernier réservoir à partir dans l'espace. Les gens croient que ce n'est qu'un gros réservoir orange. Quand je suis arrivé, j'ai cru que c'était un thermos géant. Mais c'est bien plus que ça. En vérité, je n'aime pas dire ça, mais c'est une bombe géante. La partie avant est le réservoir d'oxygène liquide. Cette partie ici est le réservoir d'hydrogène liquide. Et les deux sont reliés à l'intérieur pour générer l'explosion qui propulse l'engin dans l'espace. Au cours du lancement, 700 tonnes de carburant liquide s'enflamment. Et le réservoir est vidé en moins de 8 minutes et demie. On le pèse, on prend les dernières mesures. C'est vraiment la der des der. Car à la fin du mois, on met la clé sous la porte. On n'a plus rien à faire. On traverse la rue
et on signe notre fin de contrat et c'est fini. Beaucoup de gens et d'efforts ont été investis dans cette entreprise. Bien sûr, je vais pouvoir faire la grasse matinée, mais ça va me manquer. Ça a occupé une grande place dans ma vie. Merci à tous pour vos efforts et votre travail. Bravo. Allez, encore une. Et 1, 2... Pour son grand voyage vers Cap Canaveral, le réservoir est chargé dans un conteneur doté d'une protection spéciale. La moindre égratignure à ce stade pourrait mettre le lancement en péril. L'homme qui supervise le chargement s'appelle Joe Chaput. Il est entré à la NASA en 1985. C'est la fin d'une époque pour beaucoup de gens. On a travaillé dur. Ils ont tous les larmes aux yeux. C'est la fin de leur carrière, c'est dur. Joe a livré plus de 40 réservoirs. Comme vous le voyez, ça passe tout juste. Le conteneur a été spécialement construit pour protéger le réservoir externe. Les techniciens le positionnent entre les lignes jaunes, vérifient qu'il est en place et l'immobilisent. Quoi qu'il se passe à l'extérieur, le réservoir reste parfaitement solidaire du conteneur. On va le mettre là. Une fois fixé, on vérifie que tout est bon et on signe une décharge de responsabilité. Merci beaucoup et bonne chance. Merci beaucoup, bon boulot. Merci. Le réservoir s'apprête à traverser pour la dernière fois le golfe du Mexique. Il faut 6 jours pour contourner la péninsule de Floride et atteindre le centre spatial Kennedy. Le réservoir alimentera les 3 moteurs à l'intérieur de l'orbiteur. Ce sont les derniers moteurs qu'on pose pour le dernier vol. C'est la dernière fois qu'on a l'occasion de faire ce qu'on sait faire de mieux. Et après, on n'aura plus qu'à ranger nos outils. Mike Cosgrove travaille sur les moteurs de la navette depuis 25 ans. Il connaît chaque détail de ces rouages hautement sophistiqués. Le moteur est la partie la plus complexe de la navette spatiale. C'est lui qui compte le plus grand nombre de composants à risque. Les moteurs doivent propulser Atlantis à la vitesse de 27 350 km/h pour qu'elle parvienne en orbite. Oui, tout est prêt pour vous. On y va et on fait une vérif rapide des composants. Quand les propergols se mélangent, s'enflamment dans la chambre de combustion et sont éjectés par la tuyère, les gaz continuent de se dilater. Le col de la tuyère permet de contenir cette dilatation et de la canaliser dans une seule direction. C'est ça qui crée cette poussée de 226 tonnes. Les moteurs doivent parfaitement fonctionner. On doit les installer correctement car la réussite de la mission et la vie des astronautes sont en danger si on fait mal notre travail. Écoutez bien. Voici l'histoire des objets domestiques les plus emblématiques. De la conception à la fabrication. Le grand design parle de lui-même. Les secrets du design, ce soir à 21h sur Discovery HD Showcase. Le compte à rebours se poursuit. Les techniciens passent en revue les 24 000 tuiles qui protègent la navette Atlantis de l'immense chaleur générée par le frottement lors de la rentrée dans l'atmosphère terrestre.
Chaque mission est périlleuse, mais la pression est d'autant plus forte que celle-ci sera la dernière. Les tuiles posent problème depuis le début du programme, comme se souvient le pilote Bob Crippen, qui a participé à la première mission en 1981. On savait qu'il y avait un risque, mais on pensait être préparé à l'affronter. On se sent un peu seul là-haut. Pendant les 6 secondes qui précèdent le décollage, c'est l'allumage des moteurs. Une fois la machine en marche, je vérifie tous mes instruments. C'est bon pour cette étape. Pendant ces 6 secondes, on s'assure que les moteurs fonctionnent correctement. La navette oscille sous la poussée des moteurs et quand elle revient à la verticale, c'est le moment d'allumer les propulseurs à poudre. Et là, on se sent propulsé. Quand ils ont ouvert les portes, j'ai regardé l'arrière du véhicule et j'ai vu qu'il manquait des tuiles. Pas beaucoup, peut-être une vingtaine. Au sol, ils devaient s'inquiéter de savoir si on avait perdu des tuiles à la base de la navette, mais il n'y avait aucun moyen de le savoir. On ne peut rien y faire, alors pas la peine de s'inquiéter. Quand la navette rentre dans l'atmosphère à 8 km par seconde, les surfaces exposées peuvent atteindre des températures capables de faire fondre l'acier. Ici Columbia. Allô Columbia, ici Houston. Vous me recevez? On est en Mach 10-3. Absolument d'accord, Tom. Vos vecteurs sont bons. 90 nœuds. Le soulagement est immense lors de l'atterrissage de la première navette. Mais 134 missions plus tard, les risques liés à une isolation défectueuse sont toujours omniprésents. Chaque centimètre du bouclier thermique d'Atlantis est vérifié à plusieurs reprises avant son dernier lancement. La moindre fissure dans l'armure, et c'est le drame. Toute la partie externe de la navette est recouverte d'une protection thermique. Lors de la rentrée atmosphérique, les températures peuvent atteindre 1400 degrés. Voici la pointe en carbone-carbone, l'une des zones les plus chaudes de l'orbiteur. C'est le revêtement chauffant flexible, un matériau en quartz. C'est le bord d'attaque de l'aile. Mike, tu peux lever la numéro 6 ? C'est du carbone-carbone renforcé. Très cher, super résistant à la chaleur, très durable. Tous nos systèmes, hydrauliques, énergétiques, informatiques, ont tous un système de secours. Avec la protection thermique, on n'a le droit qu'à un seul essai. Si on perd une tuile et que ça prend feu, ça peut être très dangereux. À 3 mois du lancement, les ingénieurs sont prêts à assembler les propulseurs d'appoint à poudre d'Atlantis. Telles d'énormes fusées de feu d'artifice, celles-ci sont chargées d'un propergol explosif qui s'enflamme au lancement afin d'éjecter la navette. Les fusées sont fabriquées dans l'Utah et transportées en pièces détachées jusqu'au Vehicle Assembly Building, appelé ici VAB. On a plusieurs grues. C'est comme ça qu'on appelle ces machines. Ce sont les gros bras du bâtiment. Elles hissent les fusées jusqu'à la baie haute. Rodney Wilson côtoie des fusées d'appoint depuis 23 ans. Il sait que chaque pièce doit être manipulée avec une extrême précaution. À l'intérieur de cet habitacle, il y a du propergol solide. Il faut faire très attention. Une fois les allumeurs en marche, ils envoient une grosse étincelle par ce trou et une fois l'allumage effectué, on ne peut plus reculer. Juste là, vous voyez un pied. C'est là-dessus que repose la navette. C'est ce qui maintient l'ensemble de la structure jusqu'en haut. Le poids du réservoir externe, la navette et le propulseur. C'est solide. Pendant le compte à rebours de lancement,
On envoie un signal et on fait sauter les pieds. Tous exactement au même moment. Les propulseurs d'appoint permettent de soulever les 2000 tonnes de la rampe de lancement. 2 minutes plus tard, ils sont largués. Quand le ciel est dégagé, on voit l'orbiteur et le réservoir externe continuer leur course et les deux propulseurs se décrocher, tournoyer et tomber dans l'océan. À chaque lancement, l'équipe de Joe Chaput attend à 225 km des côtes pour récupérer les propulseurs car ils sont réutilisables. On est là pour s'assurer qu'il n'y a pas de bateau à proximité de la zone de récupération. Mais généralement, quand on explique à un bateau qu'un propulseur de 80 tonnes chargé d'explosifs va tomber dans son périmètre, on capte toute son attention et il change de cap sans chercher à protester. Quand les deux propulseurs rentrent dans l'atmosphère, il y a une double explosion. La première fois, c'est impressionnant. Ça réveillerait un mort. C'est bon. Les propulseurs plongent dans l'eau à la verticale et ils emprisonnent l'air. C'est un peu comme dans une baignoire, quand on plonge un verre vide dans l'eau, il se retourne car il emprisonne l'air. C'est pour ça que les propulseurs flottent. On ne peut pas les tirer à la verticale. On a essayé une fois, mais on s'est rendu compte que c'était impossible. Il faut les coucher à l'horizontale. PJ, on est en route vers les propulseurs. Mon travail, c'est de diriger les opérations. J'ai une vue d'ensemble quand je suis sur la passerelle. On envoie des plongeurs. Ils pompent l'air et évacuent l'eau, ce qui fait remonter le propulseur à la surface. Puis ils le fixent à un treuil et on le remonte. Un jour de 1986, les propulseurs ont décollé, mais ne sont jamais redescendus. Après le décrochage, on a eu l'impression qu'ils restaient suspendus dans le ciel. Je navigue depuis que j'ai 5 ou 6 ans et j'ai connu de grosses tempêtes, mais jamais un front froid comme celui qui a précédé le lancement de Challenger. Des vents de 65 nœuds ont soufflé pendant 2 jours sans discontinuer. Ça soufflait tellement qu'on ne pouvait plus rien contrôler. On devait rester collé aux vagues. Le 28 janvier, au matin je crois, ils l'ont lancé. Il faisait extrêmement froid. Mais je ne m'en souviens pas. J'étais dehors, avec des collègues, pour assister au compte à rebours et au décollage. Décollage réussi. La 25e mission de la navette spatiale vient de quitter la rampe de lancement. Fonce, Challenger. Ils ont mis les gaz. Et boum. 15 secondes de vol, 884 mètres par seconde. J'ai vu ce qui s'était passé. Et je me suis dit, l'orbiteur va revenir automatiquement à la rampe. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Les contrôleurs examinent la situation très attentivement. Manifestement un dysfonctionnement majeur. On n'a plus de liaison. On voyait les pièces tomber une par une à travers l'atmosphère et on les a regardées sombrer dans l'océan grâce à nos caméras à longue portée.
Les scientifiques qui enquêteront sur la catastrophe de la navette Challenger analyseront chaque indice à leur disposition, y compris les images de près de 200 caméras. On avait une magnifique machine qui fonctionnait si bien. Qu'est-ce qui s'était passé? L'accident est attribué à un joint défectueux sur le propulseur d'appoint droit. Une erreur de conception qui a coûté la vie à 7 astronautes. C'est comme perdre un membre de sa famille. Tout le monde ici vous le dira. Et c'est pourquoi chaque lancement est tellement important. On croise les doigts, on fait nos prières, on fait tout ce qu'on peut pour que la navette s'envole et revienne en un seul morceau. On comprend aisément pourquoi les membres de l'équipe prennent tous leur travail très au sérieux. La vie des astronautes est entre leurs mains. L'environnement spatial est tellement hostile que si le véhicule n'est pas parfait, vous n'en revenez pas vivant. Les graphiques, listes et tableaux sont aussi cruciaux que les boulons et l'isolation. Une fois la pile de papier à altitude orbitale, la navette est parée à voler. Plus que 11 semaines avant le lancement d'Atlantis. Avant de transporter l'orbiteur jusqu'à la rampe, les ingénieurs doivent fermer les portes de la soute. Elles sont extrêmement fragiles. Si les battants se tordent ou se coincent, les astronautes ne pourront peut-être pas les ouvrir dans l'espace, ce qui mettrait toute la mission en péril. Les portes sont très légères. Elles n'ont pas été conçues pour être ouvertes sur Terre. On ne peut pas les ouvrir avec une grue, elles sont trop fines. On utilise des contrepoids et un système de poulies et de treuils qui permet de les refermer très lentement, en douceur. La soute d'Atlantis fait la taille d'un bus. Elle sera bientôt pleine à craquer. Comme c'est la dernière mission, le module de soude sera chargé à bloc. Ils vont entasser tout ce qu'ils peuvent. C'est leur dernière chance d'envoyer du matériel lourd. Ce sera la dernière livraison de la navette à la station spatiale. Dans la soute, 11 tonnes de nourriture, d'eau et de pièces détachées. Ça va rentrer comme ça. Il faudra des années avant que du matériel encombrant ou lourd puisse à nouveau être livré. C'est la navette spatiale qui a transporté la majorité des 14 modules de la Station spatiale internationale jusqu'en orbite. C'est le plus grand objet spatial conçu par l'homme. Des équipages venus du monde entier se chargent de sa maintenance toute l'année. Pour Mike Leinbach, le directeur de lancement, c'est le plus bel accomplissement de la navette. La station spatiale, c'est quelque chose de surdimensionné. Je me souviens de la première fois où on a mentionné son volume, son poids. Plein de gens disaient que ça ne marcherait jamais. La voir fonctionner en orbite, c'est presque surréaliste. La comparaison qui me vient à l'esprit, c'est Star Trek. Quand on voit les équipages, les différentes langues et cultures, la nourriture qu'ils mangent, le terme de station internationale prend tout son sens. C'est merveilleux à voir. Aujourd'hui, les Français se rendent sur la station avec leur propre navette, les Japonais aussi, et bien sûr les Russes. On va le faire une dernière fois. Atlantis est prête à être reliée au propulseur d'appoint et au réservoir afin de commencer son voyage final vers la rampe de lancement. Au bout d'une année de travail, l'orbiteur d'Atlantis quitte son hangar pour entrer dans la phase finale, l'assemblage de la navette spatiale. Pour tout le monde, c'est un grand moment d'émotion. C'est Atlantis. C'est ma navette. C'est notre récompense. Quand elle sort et qu'on la voit au grand jour, c'est notre satisfaction. C'est pour ça qu'on travaille. Elle a l'air un peu abîmée aux extrémités. C'est de l'usure normale pour une navette réutilisable.
Je la trouve toujours aussi belle. Cette sortie est tellement importante. On aurait manqué ça pour rien au monde. Et c'est l'occasion de serrer la main à tous ces gens qui ont consacré leur vie à cette machine. C'est grâce à eux qu'elle existe. Excusez-moi une seconde, je dois faire un sourire. On s'y fait? Si on veut, il suffit de sourire. Je préfère passer 4 heures en simulation de vol que sourire pendant 2 heures. C'est plus facile. Tous les gens qui sont là travaillent au centre spatial. Ils participent tous au processus. Ils ne tournent peut-être pas de vis, ils ne font peut-être pas d'essais, ils ne sont peut-être pas ingénieurs, mais ils sont tout aussi importants que les ingénieurs et ceux qui vissent. Ils gèrent toute la paperasse qui rend le lancement de la navette possible. Et c'est pour ça qu'ils sont là. Ils sont là pour voir la dernière navette du programme spatial. Et c'est important pour tout le monde. C'est un sentiment merveilleux, on ne pourra jamais le remplacer. Le moment est venu d'assembler l'orbiteur avec le réservoir externe et les propulseurs d'appoint. La navette spatiale la plus puissante au monde va bientôt prendre forme. Dans un ultime salut, Atlantis est hissé à 30 mètres dans les airs. C'est une image marquante et inoubliable. La navette est en position verticale. Et comme vous le voyez, la grue de 175 tonnes qui est reliée à l'extrémité de l'orbiteur est sur le point d'être décrochée de la navette. Tout doucement. Ils viennent d'enlever la tige qui la reliait à l'orbiteur. Donc il n'y a plus qu'une grue pour porter tout le poids. L'homme au sol a les mains sur l'aileron de queue pour stabiliser la navette. C'est dingue. Il faut pas grand-chose pour manipuler un tel véhicule. On va avancer lentement vers le nord. Lève encore un peu. Numéro 3 vers le nord. D'accord. C'est parti. Cette navette de 700 millions d'euros est suspendue à une seule grue. Comme s'il s'agissait d'un jouet, elle est positionnée avec une apparente facilité. L'orbiteur doit être abaissé de 12 niveaux, avec un dégagement de seulement 10 à 15 cm entre l'appareil et les plateformes. C'est un peu crispant. Il y a pas mal d'argent au bout de ces câbles. Ça craint rien. En équilibre sur sa gigantesque plateforme de lancement mobile, la navette est prête pour le voyage. C'est la dernière fois que la navette spatiale parcourra les 5 km qui la séparent de la rampe de lancement. J'étais là pour le premier transport de la navette et pour tous les autres depuis. C'est vraiment comme voir ses enfants partir de la maison. Ils volent de leurs propres ailes, enfin. Ils marchent seuls vers leur destin. Et on espère avoir fait tout ce qu'il y avait à faire. Mais on a toujours un léger doute. J'ai ressenti exactement la même chose en voyant mes enfants partir. Demain, c'est l'heure de vérité, le jour du lancement d'Atlantis. La navette spatiale américaine est prête pour sa dernière mission. Pour le commandant Chris Ferguson et son équipage, l'entraînement est terminé. C'est le grand jour.
Dans 4 heures seulement, ils s'envoleront dans l'espace à bord d'Atlantis. Quand le compte à rebours sera écoulé, la responsabilité du lancement reposera sur un seul homme, Mike Lineback. Son équipe vérifie chacun des systèmes qui entrent en action. Mon travail est de vérifier que tous les critères de lancement sont réunis. Ça représente 22 000 paramètres qui doivent concorder pour lancer la navette. Mike Lineback supervise l'ensemble des opérations à l'affût de la plus petite anomalie technique. Au moindre dysfonctionnement, il annule le lancement. On surveille les données émises par le véhicule. C'est tendu. On a le temps de prendre conscience de l'importance historique de ce qu'on fait, mais pas pendant le compte à rebours. On ne peut pas tout informatiser et il faut avoir, le moment venu, le cran de dire oui, on est prêt à risquer ses vies et à envoyer ce véhicule dans l'espace. Ceux qui ont consacré leur vie à la navette spatiale viennent lui rendre un dernier hommage et regarder Atlantis disparaître une dernière fois dans le ciel. C'est l'occasion de voir les astronautes, le dernier équipage. Je suis fier d'eux, vraiment fier. J'imagine ce qu'ils ressentent. Après avoir attendu si longtemps, ça doit être génial d'être assis là-dedans. Il n'y a plus qu'à décoller. Ici l'unité de lancement. Dernière vérification et paré à décoller. Une pause dans le compte à rebours permet à chaque équipe de donner son feu vert. Responsable test. OK. Vérif lancement. OK. Cette dernière mission est l'apothéose de 30 ans de programme spatial. C'est la dernière fois que la NASA envoie des astronautes dans l'espace avant de longues années. Ici le directeur de lancement. Au nom de la meilleure équipe au monde, je vous souhaite bonne chance pour le dernier vol de cette icône américaine. Merci à vous et à votre équipe, Mike. La navette spatiale sera toujours le reflet de ce qu'une grande nation audacieuse peut accomplir. Ce n'est pas la fin du voyage, mais la fin d'une étape. Le voyage ne s'arrêtera jamais. Pour vous et les milliers d'hommes et de femmes qui ont donné leur cœur, leur âme et leur vie pour l'exploration et l'histoire des États-Unis, allumons cette flamme une dernière fois et admirons cette immense nation dans toute sa splendeur. Paré pour le lancement d'Atlantis. C'est parti. Allez. Allumage du moteur central. T-10, 9, 8, 7, 6. Les 3 moteurs sont en marche. 2, 1, 0. Décollage. Ouais. Ouais. Vas-y. Fonce. Ça a été incroyable de participer à ce programme et d'assister au dernier lancement. C'est très émouvant. Il y aura autre chose un jour et ce sera encore mieux. Mais ce sera dur de surpasser une chose pareille. 1 minute, elle est au sol, et 8 minutes plus tard, elle file à 8 km par seconde. La navette spatiale est une machine extraordinaire. Ça ne va être facile pour personne de partir. On s'en souviendra très longtemps. On a envoyé des astronautes et une station spatiale tout là-haut. Quand ma petite fille a vu ça, elle a dit « C'est papy qui l'a envoyé dans le ciel ». La navette n'est pas une histoire de matériel ou de propergol, c'est une histoire d'hommes. Ces hommes qui ont rendu cela possible. C'est dans la nature humaine d'explorer et de franchir une nouvelle étape, d'aller toujours plus loin jusqu'à la prochaine destination. Et la navette nous a permis de le faire. L'homme continuera de repousser les frontières de son ingéniosité et de la conquête de l'espace. Mais la navette spatiale américaine aura toujours une place à part dans l'histoire. Traduction de Julie Dutertre, avec les voix de Pierre Dourlens, Gérard Rousier, Mathieu Rivolier, Emmanuel Rosenberger, Jérôme Frossard,